Donc aujourd'hui, je vais réfléchir avec vous sur cette notion de solidarité et en particulier essayer de cerner plusieurs acceptions, voire deux généalogies possibles de ce concept de solidarité et plus spécifiquement de solidarité sociale. Donc si je devais reformuler l'énoncé de mon titre, ce serait plutôt qu'est-ce que la solidarité sociale? Et ce que je voudrais faire, c'est essayer de distinguer deux acceptions possibles, ancrées dans deux généalogies possibles de cette notion de solidarité sociale. Une première forme de solidarité que j'appellerais intégrative, qui a effectivement pour pendant l'exclusion sociale, mais également une seconde acception de la solidarité que j'appellerais garantiste, et que je vais en particulier m'efforcer de déceler chez Durkheim et traçant une seconde ligne généalogique. L'enjeu de cette distinction, il ne s'agit pas simplement de faire de la distinction conceptuelle pour de la distinction conceptuelle, l'enjeu, il me semble, de cette possible distinction s'insère dans une réflexion plus large sur les sources théoriques de l'état social et par là même sur le lien qu'on peut établir entre principes de solidarité et état social et par là même les formes de politique publique qui peuvent s'en dégager. Alors pour ce faire, je procéderai en trois temps. J'aimerais d'abord revenir sur l'histoire du concept de solidarité en m'interrogeant sur ce fait tout à fait surprenant qui traverse l'histoire du XIXe siècle, la quasi-absence du terme au début du XIXe siècle et son omniprésence à la fin du XIXe siècle. Et donc j'aimerais retracer rapidement cette histoire du concept de solidarité qui va jusqu'à l'émergence, à l'apparition de ce terme solidarité sociale et son apothéose à la fin du XIXe siècle. Apothéose, moment de consécration, fin XIXe siècle, qui nous donne à voir deux lieux principaux de cette consécration, à savoir d'une part la sociologie durkheimienne et d'autre part le courant solidariste. Et ce que je ferai dans les deux parties suivantes de mon intervention, c'est que je m'interrogerai sur les proximités, mais surtout sur les divergences qu'il y a à tracer entre ces deux courants qui me permettront donc de dégager deux sources possibles de l'état social et deux types de politiques publiques fondées sur des acceptions différentes de la solidarité sociale, et je le ferai en particulier par une confrontation entre le mutualisme solidariste et la proposition durkheimienne de réforme corporative, en essayant de tracer donc les traits différents de ces deux propositions. Alors, je commence par cette histoire du concept de solidarité que j'ai trop rédigé. Je vais devoir m'efforcer de faire au pas de course. Ce qui est assez intéressant, c'est que le terme même de solidarité apparaît récemment, que ce soit d'ailleurs en langue française, en langue allemande ou en anglais, je ne sais plus lesquels j'ai dit. Voilà. C'est une apparition donc tardive. Le TLF, le Trésor de la langue française, date de la fin du XVIIIe siècle, l'apparition même du substantif solidarité. Solidarisme, c'est fin XIXe siècle. Et c'est un fait assez remarquable que le terme soit de création tardive, et ce d'autant plus au regard de son omniprésence à partir de la seconde moitié des années 1830. Le premier sens, alors on trouve ça assez fréquemment quand on regarde un article solidarité, ça commence tout le temps par ça. L'acception première du terme solidarité, elle est donnée par, l'ancrage premier, l'origine du terme est juridique. Alors on dit souvent ça en amorce d'entrée de dictionnaire. Pour autant, je vais essayer de rentrer un petit peu dans ce qu'est cette obligation in solidum du droit romain et qui a été ensuite repris dans les différents droits européens, dans les différentes législations européennes, pour m'interroger sur la première acception cristallisée dans ce sens juridique. Donc, première apparition, premier lieu de l'obligation de la solidarité, ça ne se donnait pas alors sous la forme solidarité, mais sous ce terme obligation in solidum,
qui vient du droit romain. Alors qu'est-ce que c'est qu'une obligation solidaire? Il faut qu'il y ait il y a deux conditions pour qu'on ait une obligation solidaire. D'une part, il faut qu'il y ait pluralité de sujets, donc on est dans le cadre d'une obligation contractuelle, une relation entre créancier et débiteur, sauf que dans l'obligation in solidum, il y a une pluralité, soit de débiteurs, soit de créanciers. Donc on a soit une relation entre un créancier et plusieurs débiteurs, soit une relation entre j'ai dit un créancier et plusieurs débiteurs, donc plusieurs créanciers et un débiteur. Donc ça c'est la première condition, à savoir la pluralité de sujets. Mais ça ne suffit pas pour faire une obligation in solidum, une obligation solidaire. Il pourrait très bien, il y a plein d'obligations contractuelles dans lesquelles il y a plusieurs débiteurs et un seul créancier, mais le créancier peut se retourner contre chacun des débiteurs pour une part de l'obligation. L'obligation in solidum comprend en plus de la condition de pluralité une condition d'unicité, c'est-à-dire qu'il faut que tous les créanciers ou tous les débiteurs se trouvent pris comme un tout. En d'autres termes, l'obligation in solidum désigne le cas où, par exemple, pour ce qu'on appelle le cas de l'obligation active, le débiteur fait face à plusieurs créanciers et peut se libérer de son obligation en satisfaisant un seul des créanciers. Et alors là, les autres créanciers vont devoir se retourner non pas contre les débiteurs, mais contre les autres créanciers pour réclamer leur part. Mais à partir du moment où le débiteur a rendu créance à l'un des créanciers, il est considéré comme libéré de ce qu'il devait aux autres. On a la même chose dans la relation inverse dite solidarité passive, où le créancier fait face à plusieurs débiteurs, mais peut se retourner contre un seul pour exiger de lui l'entièreté de la prestation convenue. C'est par exemple ce qui se réalise dans le droit français pour la solidarité conjugale. Alors, ce qui est intéressant dans cette obligation, je ne vais pas développer l'obligation solidaire très longtemps, mais ce qui est intéressant dans cette obligation solidaire du droit, c'est que que vise précisément la solidarité, le fait que la partie, un des créanciers, soit prise pour le tout. Donc c'est le sens de la solidarité dans cette acception juridique, c'est la partie pour le tout. Et donc, on le voit, c'est ce premier sens qui, en fait, va ensuite se retrouver plus spécifiquement dans la solidarité qui deviendra la solidarité mécanique qu'on trouve dans l'acception juridique première de cette notion de solidarité. Alors ensuite, ce qui s'est produit, c'est que cette notion a migré du droit vers la biologie, plus spécifiquement le lieu de cette migration, le concept qui a porté cette migration, c'est ce concept de solidarité organique qui va se forger à ce moment-là, et le lieu spécifique, le lieu disciplinaire où s'est opérée cette migration, c'est l'embryologie, plus spécifiquement l'embryologie épigénétique, c'est-à-dire celle qui, contre la théorie de la préformation, affirme au contraire l'apparition successives de parties morphologiquement différenciées nouvelles durant le développement embryonnaire. Et c'est dans ce cadre-là de la théorie épigénétique que va se mettre en place l'idée même d'une différenciation organique et d'une différenciation physiologique. Les expériences d'appui de cette émergence, c'est des choses que vous connaissez ou pas? Donc, en fait, c'est l'expérience qui a permis cette conception de la différenciation organique et physiologique. Ce sont les expériences d'Abraham Tremblay, qui datent, je crois, de 1740. Donc Abraham Tremblay a travaillé sur les polypes, les hydres d'eau douce en particulier, en se demandant le truc qu'il avait dans son bocal, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est animal ou est-ce que c'est végétal? Il arrivait à les bouturer, donc c'est des organismes simples,
il est arrivé à les bouturer, ce qui laissait penser qu'on était plutôt face à une forme de vie végétale, mais il y avait de la motilité, ce qui accréditait une vie davantage animale. Et quand Abraham Tremblay a coupé ces polypes d'eau douce, ces polypes se sont reconstitués. Donc, on est face à des expériences de régénération animale, et la question qui va être lancinante suite à ces expériences d'Abraham Tremblay va être celle de comprendre comment est-il possible que dans des organismes vivants complexes, il n'y ait plus cette propriété de sécabilité caractéristique des organismes vivants simples. Vous voyez immédiatement comment ce schème va être repris dans la grande distinction durkheimienne entre solidarité mécanique et solidarité organique. C'est exactement les mêmes principes de sécabilité, etc., qui sont mobilisés ensuite par Durkheim. Donc, les expériences d'Abraham Tremblay donnent à penser qu'il y a là une forme de relation partie-tout distincte de celle qui prévaut dans les organismes vivants complexes, et c'est à Mills-Edwards qui va revenir de théoriser pleinement ceci en se demandant, donc en s'interrogeant sur vraiment l'interrogation de Mills-Edwards et de savoir comment, ce sur quoi il s'interroge, il essaye de comprendre, de s'interroger sur les raisons de la disparition progressive de cette propriété de sécabilité au fur et à mesure qu'on s'élève dans les organismes vivants. Comment est-il possible donc qu'on puisse enlever une partie sans nuire à la viabilité non seulement de cette partie, mais également à la viabilité du tout? Alors, pour expliquer cela, Mills-Edwards va développer deux lois. Vous trouvez ça en particulier dans l'article Organisation qu'il écrit en 1827 dans le dictionnaire classique d'histoire naturelle. J'ai pas le temps de reproduire le texte, mais il apparaît donc la double explication qu'en propose Mills-Edwards est la suivante. D'une part, il y a une loi de complication anatomique, c'est-à-dire plus on s'élève dans les organismes vivants, plus on remonte la série animale, plus la structure organique est complexe. Donc loi de complication anatomique d'une part, et d'autre part loi de localisation fonctionnelle ou physiologique La question était alors de savoir si cette complication anatomique correspondait à une multiplication du nombre des fonctions ou à une localisation de ces mêmes fonctions. Ce que va montrer Mills-Edwards, c'est que même les organismes simples ont une pluralité fonctionnelle. Seulement, ces fonctions ne sont pas localisées. Elles n'ont pas un lieu précis, et toutes les parties de ces organismes vivants simples accomplissent les fonctions. Donc, en d'autres termes, toutes les parties se nourrissent, se meuvent, se contractent, se reproduisent, et c'est précisément cela, l'absence de localisation fonctionnelle, qui explique la propriété de sécabilité. Le fait qu'on puisse couper et que ça se régénère, c'est-à-dire que la partie puisse vivre malgré la sécabilité. Au contraire, ce que montre Mills-Edwards, c'est que la localisation fonctionnelle entraîne une augmentation de la dépendance réciproque des parties. Puisqu'il n'est pas possible qu'une partie qui accomplit une fonction spécifique cesse de travailler, de contribuer au tout, sans nuire à la viabilité du tout. Et on a là non seulement l'expression de solidarité organique qui apparaît, qui est employée par Mills-Edwards, mais également le schème de cette solidarité organique. La solidarité en vient à désigner cette interdépendance fonctionnelle des parties composant le tout.
Et c'est important de voir que cette acception, elle naît dans le contexte de la théorie épigénétique, et au sein de la théorie épigénétique, au sein de la voie, je dirais, de la localisation fonctionnelle. Ainsi, avec Nintz-Edward, on se dessine deux types de solidarité sociale, celle qu'on peut observer dans les organismes vivants simples, où la cohésion du tout provient du fait que chaque partie peut être prise pour le tout, ce qui était le sens qu'on trouvait qui prévalait dans l'acception, qui prévaut dans l'acception juridique. Chaque partie est de ce point de vue-là la répétition des autres parties et se trouve simplement juxtaposée à elle. Et un autre sens où la cohésion du tout provient, donc second sens caractéristique des organismes vivants supérieurs ou complexes, où la cohésion du tout ne procède pas du fait que la partie puisse être prise par le tout, puisque précisément l'organe ne peut pas fonctionner sans les autres organes et ne peut en aucune façon être pris pour le tout. La cohésion spécifique de ces organismes vivants supérieurs, c'est l'interdépendance fonctionnelle des différentes parties, une dépendance réciproque, une dépendance mutuelle. C'est ce sens-là tout particulièrement qui va ensuite, c'est la seconde étape de cette histoire, c'est ce sens-là qui va ensuite migrer de la biologie, de la physiologie, vers, ou du biologique vers le social. Alors, je ne vais pas, je n'en ai pas le temps, retracer l'histoire de cette migration. C'est l'objet spécifique de cet ouvrage, de l'ouvrage de Marie-Claude Blé, La solidarité, histoire de l'unité. L'ouvrage de Marie-Claude Blé commence en 1830, c'est-à-dire au moment où apparaît sous la plume de Leroux le concept même de solidarité sociale. Elle ne retrace pas ce que je viens de faire, c'est-à-dire l'amont de cette histoire, à savoir l'usage juridique et physiologique du terme. Donc, je ne vais pas développer ni faire un résumé de l'ensemble des courants que représente Marie-Claude Blé dans son histoire du concept de solidarité sociale. Simplement, dans cet ouvrage, Marie-Claude Blé, elle juxtapose, elle cherche les différentes occurrences, elle montre cette inflation du terme de solidarité sociale à partir de 1830, donc elle voit l'émergence de l'idée même de solidarité d'abord chez Saint-Simon, avec cette physiologie sociale qui s'intéresse au principe d'organisation des corps organisés, que sont en particulier les sociétés, et elle discerne l'apparition même du terme de solidarité sociale chez Pierre Leroux, donc dans une forme de catholicisme social, qui fait de la solidarité un synonyme de communion, dans lequel prédomine le motif de l'unité, de la fusion des parties. Et elle étudie ensuite la dissémination au cours du XIXe siècle de cette idée de solidarité, et elle en vient par là même à juxtaposer des choses qui sont très hétérogènes entre la solidarité comme succédérée de la charité chrétienne chez Leroux, la voie libérale incarnée par Bastia, qu'elle étudie également, la voie socialiste de Pecker, la voie scientifique d'Espinasse. Enfin, on a du mal dans cet ouvrage, elle ne trace pas des généalogies fermes, on a plutôt une pluralité de constellations, ce qui fait que le paysage est quelque peu, je dirais, brouillé par rapport à... Et ce que je vais essayer de faire, c'est de plutôt tracer des généalogies. Quoi qu'il en soit, cet ouvrage est très riche, et il aboutit à ce paysage final, on pourrait dire, ce moment de consécration, les années 1890, dans lequel Marie-Claude Blé voit donc le moment spécifique le moment solidarité, avec deux parutions. On a beaucoup glosé sur ces 3 ans d'intervalle. À 3 ans d'intervalle, 1893, la thèse de doctorat d'Émile Durkheim de la division du travail social, qui propose une appréhension scientifique de la solidarité sociale
est fondée sur une typologie, non seulement typologie diachronique, solidarité mécanique, solidarité organique, mais également typologie synchronique avec les formes pathologiques de division du travail et par là même de solidarité sociale. Et l'autre ouvrage, 3 ans plus tard, et de ces 3 ans, on a beaucoup déduit qu'il y avait eu une influence énorme. Je doute que 3 ans suffisent à prouver qu'il y a une quelconque influence, mais 1896, l'ouvrage de Léon Bourgeois, Solidarité, qui a signé donc le moment un peu de consécration du courant solidariste, alors qui avait été initié antérieurement par Fouillé, qui avait eu une première utilisation du concept de quasi-contrat, et qui sera poursuivi ensuite par Célestin Boulet, qui lui aussi a dû contribuer beaucoup à la confusion des 2 voies que je vais essayer de distinguer. Donc, voilà pour cette histoire au pas de course, mais qui permet de comprendre la situation où on en est fin 19e siècle. Alors, quelles sont, je commence par la même ma seconde partie, quelles sont les proximités entre la voie dans ce paysage fin 19e siècle, quelle est la proximité, les points de convergence, de rapprochement possible entre la sociologie durkheimienne et le solidarisme de Bourgeois. Ce qui est certain, c'est que dans un cas comme dans l'autre, on est bien face à une laïcisation du concept de solidarité. C'est-à-dire qu'on quitte l'ancrage théologique ou métaphysique du concept. On est très loin de ce point de vue-là de Leroux. On n'est plus dans une relation, la solidarité ne désigne plus une relation mystique de tous les hommes en Dieu, ni même une participation de chacun à une participation postulée de tous les membres de l'humanité, qu'on pouvait encore retrouver dans le grand être conscient. On a bien une doctrine de la solidarité laïque, et qui plus est, point important de convergence, par là même une appréhension positive possible de cette solidarité, c'est-à-dire que la solidarité est et doit être l'objet d'une science spécifique, la sociologie. Donc premier point incontestable, et de ce point de vue-là, il est bien question, dans les 2 courants, dans la sociologie durkheimienne comme dans le solidarisme, de commencer par étudier ce fait qu'est la solidarité, et de l'étudier scientifiquement. Second point de convergence, pour autant de ce que la solidarité est un fait, le fait même que cette solidarité soit appliquée à un matériau social fait que cette solidarité ne se réduit pas à sa réalité factuelle, et que la spécificité de ce concept de solidarité, c'est qu'il convient d'articuler ce que tous appellent solidarité de fait et solidarité de droit. En d'autres termes, il s'agit d'articuler l'appréhension positive des formes factuelle de solidarité sociale à une réflexion sur ce que devrait être la solidarité, ce qui, dans le solidarisme, prend pour nom le devoir de solidarité. Par là même, ce deuxième point de convergence, donc articulation entre solidarité de fait et solidarité de droit, conduit à une politisation du concept. Puisqu'il s'agit bien, et là encore c'est un point commun entre la sociologie durkheimienne et le solidarisme, il s'agit bien dans un cas comme dans l'autre, à partir de l'étude scientifique de la factualité de la solidarité, de dénoncer ce que devrait être une société solidaire, et de proposer des institutions permettant cette solidarité. Et de ce point de vue-là, on voit par là même dans ce moment
l'idée d'une législation devant être fondée sur le principe de solidarité et l'idée même de politiques publiques qui prendront pour critère ce principe de solidarité. Et ainsi, on est il y a une nécessaire incarnation institutionnelle à cette solidarité normative qui est visée par la sociologie durkheimienne comme par le solidarisme de Léon Bourgeois. Alors, ce sont ces proximités qui ont conduit à une assimilation, tu me diras Nicolas ce que tu en penses, mais massive de la sociologie durkheimienne et du solidarisme. Alors, de manière générale, et tout particulièrement quand on réfléchit aux sources théoriques de l'état social, on va chercher une grande lignée, une grande famille qui commence généralement avec Renouvier, qui passe par Durkheim et qui inclut Bourgeois et jusqu'à Célestin Bouglé. Et on voit une seule et unique ligne généalogique dans cette histoire ou dans ces sources théoriques de l'état social. Alors dans ma thèse, j'ai travaillé cette interprétation. J'en ai fait en particulier l'histoire. J'ai montré que un des premiers à avoir tracé cette interprétation, c'est William Logg, dans un ouvrage qui date de 1983 qui s'appelle From Philosophy to Sociology, The Evolution of French Liberalism, dans lequel Logg inscrit la sociologie durkheimienne en même temps qu'il y voit la réalisation la plus achevée dans une série de tentatives menées par la philosophie politique française pour fonder ce qu'il appelle un New Liberalism qui parvient à dépasser l'individualisme excessif du Old Liberalism en reconnaissant, voire en défendant l'action sociale. En d'autres termes, ce qui apparaît dans l'ouvrage de Logg, c'est cette idée d'un entre-deux, entre socialisme et libéralisme. Alors lui, il le pense du côté du libéralisme, dans ce renouvellement du vieux libéralisme sous la forme d'un libéralisme qui parvient à concilier libertés individuelles et défense et action sociale. Et donc, pour William Logg, la sociologie durkheimienne dépasserait de ce point de vue-là, c'est positif pour Logg, l'orientation antilibérale que lui avait insufflée Auguste Comte, et il parviendrait à penser ce que Logg appelle, Durkheim serait un de ceux, avec Renouvier et avec Bourgeois, un de ceux qui est parvenu à penser ce qu'il appelle un libéralisme social ou socialisé. Alors c'est cette interprétation qu'on trouve, alors on peut multiplier parce que cette troisième voie, vous en avez de multiples versions aujourd'hui. Il y a une version républicaine avec Jean-Fabien Spitz par exemple. Il y a la voie anglaise, vous regardez les interprétations par exemple que propose Giddens de Durkheim, on comprend le lien immédiat avec cette troisième voie. Toujours est-il qu'à chaque fois dans ces interprétations, et que ce soit sous la forme d'un libéralisme social ou sous la forme d'un socialisme libéral, à chaque fois ce qui est visé c'est un entre-deux entre socialisme et libéralisme. Ce que ça donne en termes de tracé généalogique, c'est une généalogie où Durkheim est rapproché en amont Charles Renouvier et puis en aval de Léon Bourgeois, de Célestin Bouglé, etc., etc. Alors, ce que je voudrais faire dans le temps qui me reste, qui ne m'en reste plus, visiblement, je peux quand même prendre 10 minutes ou pas ? Ah oui, bien sûr. Okay.
Ce que je voudrais faire, c'est m'interroger sur la pertinence de cette généalogie et donc sur la pertinence qu'il y a à ramener la conception durkheimienne de la solidarité sociale à la conception solidariste que Renouvier ou Bourgeois peuvent en avoir. Alors, je vais essayer de faire par points saillants parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Il y a deux points qui me semblent tout particulièrement importants dans le solidarisme. C'est le fait que la solidarité est perçue. J'ai vu le très beau programme du colloque sur la dette et j'ai regretté par là même de ne pas avoir proposé quelque chose pour ce colloque. Ce qui est très intéressant dans le solidarisme, c'est que la solidarité est lue à travers le schème de la dette. Premier point, et je vais essayer de voir ce que ça implique en termes d'acception de la solidarité sociale, et d'autre part, dans ces institutions, les institutions qui, au sein du solidarisme, portent le mieux cette relation spécifique de solidarité sont, il me semble, des institutions mutualistes. Et donc je vais essayer de développer très vite ces deux points pour mettre en regard ensuite Durkheim, qui ne me semble, dont la solidarité sociale ne me semble pas réduire d'une part à une relation de dette et d'autre part à une proposition de réforme mutualiste. Dans le solidarisme, et Léon Bourgeois en donne de manière certaine la version la plus systématique, la thèse centrale, c'est que du fait même que nous sommes en société, et incontestablement par rapport au libéralisme, le solidarisme propose d'emblée une version de l'individu social. On est tout le temps en société. Et oui, là il y a une proximité incontestable avec la sociologie durkheimienne qui part aussi de ce fait que tout individu est toujours en société, ou encore que la société est toujours déjà là. Pour autant, il y a de multiples formes de l'individualité sociale, et il ne me semble pas que l'individualité sociale du solidarisme soit équivalente à celle de Durkheim. Dans le solidarisme, du fait même que nous naissons dans une société, que nous vivons en société, nous bénéficions de cette inscription sociale nécessaire. Nous bénéficions de certains bienfaits, et par là même, nous sommes en dette. C'est cette dette qui fonde les obligations que nous avons envers nos contemporains, ou même, je sais, Cédric, que tu travailles sur la solidarité intergénérationnelle, ou envers nos successeurs. En d'autres termes, vous le voyez, il est bien ici, l'acception qui prévaut ici pour solidarité, dans le solidarisme, est bien celle d'une interdépendance. Nous sommes bien face à ce que décrit la solidarité, c'est bien une situation d'interdépendance réciproque. Mais cette interdépendance réciproque est prise dans le filtre, dans le schème de la dette mutuelle, synchronique ou diachronique, des membres d'une société. Et c'est précisément ce lien social entendu comme relation d'endettement qui permet d'élaborer dans le solidarisme une théorie des droits et des devoirs de l'homme dans la société. C'est parce que j'ai, par exemple, accumulé des bienfaits que je dois restituer. C'est parce que j'ai subi, au contraire, des dommages par mon inscription sociale particulière que, en retour, je peux attendre de la société certains droits. Donc, vous le voyez, sur la base d'un même constat, à savoir l'interdépendance fonctionnelle croît au fur et à mesure de l'évolution sociale, tout individu est toujours pris déjà dans des liens sociaux. Ce que fait le solidarisme, et chez Durkheim précisément ce filtre de la dette ne me semble pas présent, c'est que ce que fait spécifiquement le solidarisme, c'est qu'il appréhende la relation de dépendance réciproque comme une relation de débiteur à créancier. Premier point. Par là même, et ça me semble une implication,
ce qui fonde l'obligation en retour, le devoir de solidarité, l'obligation solidaire, c'est, vous le voyez, c'est l'obligation morale que j'ai au regard de ce que j'ai reçu. En d'autres termes, le devoir, dans le solidarisme, le devoir social de solidarité, qui va être au fondement des réformes institutionnelles proposées, le devoir social de solidarité n'est social qu'en tant, et ne peut être social qu'en tant qu'il est moral. C'est-à-dire que chacun doit se ressaisir de cette obligation, et par là même, vous le voyez, alors on a des schèmes qui sont extrêmement proches de ce que peut sembler, dans les termes. On a également chez Durkheim une articulation entre la morale et le moral et le social. On a également l'idée d'une réalisation dans l'individu en tant qu'individu social, mais je vais essayer de vous montrer que c'est radicalement différent. Dans le solidarisme, en réalisant son devoir social de solidarité, l'individu réalise sa nature d'être social, et par là même se réalise. Je ne sais pas si vous avez en tête le très beau texte de Durkheim qui s'appelle Détermination du fait moral, que vous trouvez dans Sociologie et Philosophie, où justement Durkheim travaille cette dialectique entre l'imposition sociale et se réaliser. Et ça peut paraître en des termes très proches de ce qu'on trouve ici. Donc, point important, point saillant, il me semble, du solidarisme, l'interdépendance fonctionnelle est saisie à travers le schème de la dette. Par là même, ce sont des implications. Le devoir social de solidarité n'est social qu'en tant qu'il est antérieurement moral. Et second schème, ce qui est visé ultimement, c'est la réalisation morale des individus. Et de ce point de vue-là, incontestablement, le solidarisme a bien pour père Charles Renouvier, c'est-à-dire une revisitation du kantisme, une revisitation à la française de la philosophie morale kantienne. Donc, première implication, ce qui est social s'ancre d'abord dans du moral, et vous le voyez, ultimement, ça fait reposer la réforme institutionnelle sur la réforme morale des individus. Et de ce point de vue-là, il me semble que c'est assez cohérent que dans le solidarisme, l'institution qui a été consacrée par ce courant soit la mutuelle, le mutualisme, précisément parce que dans le mutualisme, il y a bien cette idée d'une part, une adhésion volontaire, et d'autre part, à la géométrie ciblée. On s'associe avec certaines personnes. Et là encore, il me semble que s'il y a bien un père du solidarisme, c'est non pas Durkheim, mais Charles Renouvier. Vous connaissez un peu Charles Renouvier ? Donc, qui a écrit, c'est celui qui a... il a fondé ce qu'il appelait lui-même le néocriticisme, donc revisitation du kantisme, en particulier dans son pan moral. Il a non seulement introduit Kant, mais il prétendait dépasser Kant, qui a échoué sur le problème de l'application de sa philosophie morale. Petit objectif, refonder Kant. Donc dans La science de la morale, qui date de 1869, Charles Renouvier propose précisément dans la lignée kantienne, ce qu'il appelle une science de la morale appliquée. Et l'une des applications, c'est ce qu'il appelle les associations libres de travailleurs qui doivent contribuer progressivement à une réforme de la vie économique, de la vie politique, etc., par le biais de la réforme morale des travailleurs. Et il me semble que ça incarne bien
précisément ce qui se retrouve sous la forme d'un mutualisme dans le solidarisme. Alors, j'en viens, ces points saillants étant esquissés, dans 2 minutes, j'essaye de vous montrer en quoi il me semble que la sociologie durkheimienne résiste à une possible assimilation à ce courant solidariste. Et pour ce faire, je vous présente en 30 secondes la proposition durkheimienne de réforme corporative. Donc Durkheim propose une rénovation des groupements professionnels sous la forme de la corporation. Alors, l'usage même de ce terme corporation lui a valu de l'accusation en particulier de rétrograde, dans la mesure où il allait chercher une institution du passé, puis au passé fortement associé à l'ancien régime. Alors ne parlons même pas de la reprise du corporatisme par l'expérience fasciste qui a définitivement invalidé la proposition durkheimienne. Donc peut-être que, je pense que Durkheim aurait eu tout intérêt à ne pas mobiliser ce terme même de corporation. Mais qu'est-ce qui est visé dans son projet de réforme corporative? C'est une organisation professionnelle par branche professionnelle, donc pas par métier, mais par branche, au sein de laquelle chaque corporation comprend, et c'est là une différence de taille avec le syndicalisme tel qu'il prend forme fin 19e siècle, chaque corporation comprend l'ensemble des employeurs et des employés d'une profession. Cette corporation, donc, qui comprend les employés et les employeurs, les patrons et les salariés, est organisée avec ce qu'il appelle un petit parlement, où sont prises toutes les décisions directionnelles de la corporation, et ce petit parlement comprend des représentants élus, du groupement du sous-groupe des salariés et du sous-groupe des patrons. Et les fonctions spécifiques, je ne rentre pas dans le détail, on dit souvent que c'est une réforme peu détaillée, c'est faux. Enfin, vraiment, dans ma thèse, j'ai épluché tous les textes, tous les passages où il était question de réforme corporative, et le tableau est en fait très détaillé. Les fonctions spécifiques de ce petit parlement sont doubles. D'une part, il y a une fonction d'établissement de ce que Durkheim appelle un droit professionnel. Donc, ça veut dire que les représentants d'employeurs et les représentants d'employés décident ensemble, dans une concertation dont Durkheim dit que les règles doivent être établies préalablement. Ils décident ensemble non seulement de ce qu'on pourrait appeler l'ensemble des déterminations de salaire, des déterminations de la relation salariale, le salaire, les conditions de travail, le nombre d'heures de travail, etc. Mais même ce qui achemine la réforme durkheimienne vers une proposition de démocratie économique, mais même du contenu de la production. C'est-à-dire que les employeurs et les employés, via leurs représentants, décident de ce qui est produit, dans quelle quantité, vendu selon quel prix, etc. Donc on s'éloigne quelque peu d'une simple reconduction d'une proposition d'Ancien Régime, vous le voyez. Mais c'est pas là où la proposition durkheimienne est la plus originale et surprenante. Là où cette proposition est la plus surprenante, c'est que Durkheim lui confère une seconde fonction, qui est ce qu'on pourrait désigner spécifiquement comme la fonction de protection ou de solidarité, à savoir une politique redistributive sous la forme de caisses de solidarité, caisses de retraite, caisses d'assurance maladie, etc. Donc protection face aux aléas que pourrait rencontrer le travailleur sur le marché du travail. Et là où la proposition est tout à fait originale, c'est dans le mode de financement que propose Durkheim. Comment cette solidarité est-elle financée ? Par la suppression de l'héritage et par le transfert de l'héritage à la mort
du travailleur ou du patron à sa corporation. Donc il n'y a plus de transmission légataire. À la mort des individus, l'ensemble de leurs biens sont transmis à la corporation d'appartenance, et c'est cela qui va permettre de financer ces solidarités spécifiques en cas de perte de travail, bien évidemment le chômage n'est pas une réalité constituée au moment, enfin en tout cas constituée telle que nous la connaissons aujourd'hui au moment où il parle, mais que ce soit accident du travail, retraite, etc. Alors, ce qui me semble tout à fait important dans cette proposition durkheimienne, c'est d'une part le fait qu'elle soit largement restée oubliée chez les durkheimiens, mais même plus largement au sein de la sociologie. Je ne sais pas si vous fréquentez un peu le Durkheim ou si vous lisez les manuels qui le présentent, mais de manière générale, on a l'image issue de Nisbet d'un Durkheim conservateur, et voilà, là, nécessairement c'est une autre généalogie qui joue que la généalogie conservatrice qui pourrait expliquer c'est une généalogie socialiste qui est bien mobilisée dans cette conception de la corporation. Et donc ça c'est le premier point. Second point, l'ensemble du dispositif durkheimien repose sur un trait spécifique de l'organisation corporative qui l'oppose à l'organisation syndicale telle qu'elle se met en place fin XIXe siècle, le fait qu'on appartient nécessairement à sa corporation. En d'autres termes, il n'y a pas d'adhésion volontaire. Et cela, pour Durkheim, découle du fait que la corporation coïncide dans ses limites avec la profession. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sens pour Durkheim à se dire est-ce qu'on appartient ou pas à une corporation. Non, à partir du moment où on exerce une profession, on appartient à la corporation qui régit cette profession. Et donc par là même, pour Durkheim, la question de la liberté ou de l'obligation d'affiliation n'a pas à se poser. On appartient nécessairement à la corporation de sa profession, ce qui vous donne à voir immédiatement que il ne peut y avoir qu'une corporation par profession. Il n'y a pas de pluralisme syndical de ce point de vue. Donc, déjà, première ligne de rupture forte avec les propositions solidaristes, on n'est pas du tout du côté d'une adhésion rationnelle et volontairement choisie au groupement professionnel. On n'est pas du côté de ce qui, dans le solidarisme, prend la forme d'une association libre. Et si on n'est pas les raisons pour lesquelles, pour Durkheim, il y a obligation d'affiliation, c'est précisément que la solidarité dont il est question est une solidarité institutionnelle. Une solidarité institutionnelle qui n'a pas pour vocation d'intégrer, je condense la fin de ma troisième partie et ma conclusion, qui n'a pas pour vocation d'intégrer versus l'exclusion. Vous voyez bien que l'exclusion ne se joue pas à partir du moment où il y a une profession, même si bien entendu on pourrait se dire que la question remonte en amont sur l'exclusion quand on n'a pas de profession, mais surtout ce qui me semble important, c'est que la socialisation dont il est question, la géométrie de la solidarité dans la voie durkheimienne n'est pas une solidarisation partielle à l'échelle de la garantie de risque dans un groupe donné, mais bien une socialisation totale qui va jusqu'à ce point qu'est la socialisation des biens à la mort des individus. En d'autres termes, il me semble que la socialisation est, de ce point de vue-là, bien plus poussée dans la sociologie durkheimienne qu'elle ne peut l'être dans le solidarisme. Il y a non seulement socialisation, si vous voulez, des conduites économiques par leur encastrement dans un droit professionnel, mais il y a également socialisation des biens
par ce transfert des biens à la mort des individus et ce transfert des biens à la corporation. Donc deuxième point de rupture. Troisième point, vous le voyez également, cette solidarité garantiste, elle n'a pas pour destinataire, pour cible, les défavorisés, les pauvres, on pourrait multiplier les qualificatifs. Les droits que la corporation garantit, ce sont des droits pour tous, et de ce point de vue-là, les droits que Durkheim s'efforce de penser valent autant pour les patrons que pour les salariés favorisés, défavorisés, etc. Il n'y a pas la géométrie est une géométrie bien plus large. La géométrie des droits est une géométrie bien plus large que la simple garantie mutualiste ou que la garantie assistentielle de l'État à l'égard des défavorisés. Et de ce point de vue-là, et c'est là où je pense que ça permettra d'enchaîner immédiatement avec l'intervention de Nicolas, la solidarité institutionnelle que propose Durkheim, vous le voyez, en aucune façon ne repose sur le comportement moral des individus et par là même est aux antipodes de toute forme de charité. Et il y a vous trouvez ça en particulier dans le socialisme, le cours de Durkheim sur le socialisme, il y a une critique à la fois forte et que je trouve très belle chez Durkheim de la charité, non seulement des formes de charité privée, mais également de ce qu'il considère n'être que des extensions de la charité publique sous la forme de la charité privée, sous la forme d'une charité publique. Le principal grief qu'il adresse à ces formes privées comme publiques de charité étant que les actes de charité, même quand elles prennent la forme d'une politique publique, ça cherche simplement à cautériser le mal, nullement à le soigner. En d'autres termes, on est simplement dans une gestion des effets du mal social qui est considéré, aucunement dans un règlement de ces causes. Précisément, régler le problème des causes, pour Durkheim, ça passe par une réforme corporative qui encastre dans un droit professionnel la vie économique, première forme de socialisation, et qui redistribue sous la forme de garantie pour tous les biens socialisés, seconde socialisation, les biens socialisés grâce au transfert de l'héritage aux corporations. Il me semble que ça dessine là le sens véritable chez Durkheim, d'une part de la solidarité sociale, mais vous le voyez, d'une solidarité sociale qui est immédiatement en fait justice sociale, une exigence de justice sociale, et une exigence forte de justice sociale qui ne peut se résorber en un devoir moral de solidarité. Voilà.